Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, la partie 2 sur le montage et le tuto de montage d'un onduleur hybride. Je vous l'explique, je fais une petite pause sur mon montage pour bien vous dire l'importance de la structure. Vous vous doutez bien que si vous mettez des vis dans l'OSB, ça va tenir, mais pendant combien de temps? Parce que l'OSB, c'est une structure quand même qui est assez meuble et qui risque de s'arracher au fur et à mesure du temps. Là, on est sur un onduleur de 12 kW, on n'est pas sur un petit onduleur. Donc dans l'idée, les tableaux électriques là-dedans, pas de problème. Par contre, là, j'ai mis des renforts hyper dense, bien sec. Donc là, j'ai mis la panne du milieu. Dans la panne du milieu, j'ai mis des vis, comme vous pouvez le voir. Et c'est ici qu'on va mettre l'onduleur. Alors, c'est encore mieux parce qu'il y a une petite aération qui va être derrière. Donc, pourquoi pas. Et puis là, en plus, on est sur du bois hyper épais, hyper dense. Donc, on va avoir une bonne structure. Et puis, on va poursuivre le montage parce que moi, j'ai du boulot. Vous, ça va être dans un claquement de doigts. Vous allez tout voir. Mais il faut que je vois un petit peu comment je vais répartir mes tableaux électriques tout en sachant qu'ici, ça va être la partie où on va évacuer la chaleur. Et ici, ça va être la partie où on va aspirer la fraîcheur. Guillemets. L'onduleur, quand il va devoir se refroidir, il va envoyer sa chaleur ici. Donc, il va falloir plutôt que je mette mes tableaux électriques dans un coin quelque part, mais quelque part d'utile, en tout cas quelque part qui va faire que ça ne va pas boucher les bouches d'aération et surtout, en fait, que ça souffle pas la chaleur dessus. Donc, je vais voir comment je vais me constituer tout ça. On va voir. Vous le saurez dans une minute. Moi, je vais mettre du temps et je vais bien réfléchir avant de poser. Alors, je fais une petite pause dans mon montage parce que je voudrais vous expliquer quand même quand vous avez ce type de tableau électrique qui est déjà préconçu. Faites attention, vérifiez bien les serrages, parce que là, vous voyez, je me suis arrêté parce que j'en suis à là, et vous voyez, je peux en rajouter des serrages. Alors, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont faits par des machines, vous savez, vous visez au fur et à mesure, et en fin de compte, ça vise pas, franchement, ça vise pas beaucoup. Et là, on est quand même sur du courant continu, et on va jusqu'à 500 volts. Alors, s'il vous plaît, avant de faire les choses, vissez bien comme il faut. Vous voyez, là, Alors, je sais ce qu'on va me dire en commentaire, les tableaux préconçus, etc. Oui, mais là, en fait, c'est pas parce que c'est un tableau préconçu qu'on doit pas vérifier. Donc, vérifiez bien, c'est pareil, vous allez vérifier tout ça. Vous vérifiez bien que tout fonctionne, tout tienne. Là, je vois bien, le nombre de serrages que je rajoute, c'est franchement, dans le temps, regardez-moi ça. Donc, s'il vous plaît, petit avertissement, faites très attention à tout ça. Parce que là, on rigole pas au niveau des arcs électriques et ça peut être des débuts d'incendie. Parce que si vous avez un arc électrique ici, ça va continuer à fonctionner. Et franchement, bon, même si l'onduleur hybride DAYE est compatible avec aussi le détecteur d'arc électrique, moi, je fais confiance qu'au physique. Je fais pas confiance au logiciel. Donc, vérifiez bien les serrages. Voilà. Bien, écoutez, c'est parti, j'ai coupé le jus, donc là ici, c'est là qu'on va mettre l'onduleur, je vais aller le chercher, je vais prendre mon temps, avant je vais ramener les batteries, donc là j'ai ramené ma petite batterie DAYE, donc c'est elle qui va me permettre d'avoir de l'électricité pendant ce temps-là, pendant le temps que je câble tout. Donc ici, on a pour commencer le grid qui arrive d'ici, le réseau, qui passe dans l'interdifférentiel qui est ici, donc 63 ampères et qui est type B. Ensuite, il repart vers la maison sur le 500 mA en disjoncteur. Ici, on a le load. Donc, le load, ce qui se passe, c'est que là, j'ai, pour vous expliquer, l'onduleur qui sera connecté sur load. Ici, qui passera dans l'interdifférentiel, donc type B. Ensuite, ici, il va y avoir une barrette là neutre, une barrette là phase. Ensuite, je vais avoir un neutre qui va repartir sur ce disjoncteur-là, une phase qui va repartir sur celui-ci. Ça sera pour la voiture électrique, en 40 ampères celui-ci. Ensuite, à l'intérieur, j'ai encore donc un qui va repartir vers la maison et un autre qui va repartir vers mon deuxième tableau électrique qui est juste là. Donc tout sera OK. La pince, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre directement dans l'onduleur. C'est un 12 kW, donc j'ai un peu de place. Je vais la mettre direct, comme ça on va savoir ce qui se part sur le réseau ou ce qui doit être demandé sur le réseau, toujours effacé. Et puis s'il y a une coupure d'électricité, du coup, j'ai rajouté une terre. Donc là, vous voyez cette terre-là en 10 carrés, elle va arriver directement dans l'onduleur. Ça va sécuriser tout l'onduleur. Cette terre-là qui est en 10 carrés, elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va servir pour le relais terre neutre. Ouais, je vais le mettre en interne, je vais pas me fatiguer parce que je comptais le mettre là-dedans. Mais en réalité, le relais terre neutre, il met juste le neutre à la terre, il n'y a pas de souci. Donc on va laisser tout ça dans l'onduleur. Alors ensuite, on a le petit disjoncteur. Là, disjoncteur, comme je vous l'ai dit, en courant continu. Donc tout est pré-câblé. Là, ce qui va se passer, c'est que juste en dessous, j'ai les sorties. Donc les sorties, je vais les faire au fur et à mesure. Je vais prendre mon temps, mais comme vous pouvez le voir, voilà. Après, il n'y a rien besoin de plus. Franchement, ça va être impeccable. Ça a mis un peu de temps. Je mets un peu de temps histoire de bien faire les choses et puis bien réfléchir. Et puis j'ai du boulot aussi dans ma maison. Et puis il faut que je ramène toutes les batteries ici. Donc là, on a le petit plateau à roulettes que j'ai ramené qui supporte bien plus de 300 kg. Donc lui, ça va permettre de mettre les deux packs batteries Test Power. Je vais les mettre dessus. Ici, à côté, je mettrai la batterie DAYE. Elle est sur pied, elle peut se mettre contre un mur. Moi, je vais la laisser sur pied dans ce coin-là. Et puis, vous allez voir par la suite. Allez, je vous laisse parce qu'il n'y a plus de jus chez moi et les congélos et tout, il faut que je m'en occupe au plus vite. À très vite.
Alors avant de commencer et vous expliquer tout ça, j'ai une petite mise à jour à vous faire par rapport à la partie 1 sur les disjoncteurs différentiels type B. Je vous en ai parlé, en réalité, c'est des différentiels, des interrupteurs différentiels type B 300 mA. Alors c'est important que je vous le souligne, c'est important que je vous le dise, parce que dans la réalité, ce qu'il vous faut, c'est aussi des disjoncteurs à côté. Alors ce n'est pas un problème, vous allez voir, je vais vite vous répondre et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème. En réalité, ici, on a la zone réseau. Vous allez le voir, je vais bien vous expliquer. Sur cette zone réseau, ça c'est un interdifférentiel type B 300 mA pour 63 ampères. Ça veut dire que s'il y a une fuite de courant continu ou de courant alternatif, lui sera là pour se couper et limiter l'incendie. Je le précise bien, il y en a certains qui m'ont dit que par rapport à l'NFC, on n'a pas le droit d'utiliser les 300 mA. La réponse, je vous la donne tout de suite, si, bien sûr, pour protéger du matériel en amont et repartir. Sachez-le chez vous, quand vous avez des disjoncteurs Enedis, c'est du 500 mA. On va pas brancher un tableau électrique directement sans différentiel de 30 mA. Ça s'est fait dans le temps. Aujourd'hui, on change tout et aujourd'hui, on veut des différentiels de 30 mA pour nous sauver, nous. Je continue. Ici, on a un 300 mA, mais qui n'est pas disjoncteur. Par contre, on a du 16 carré partout, donc aucun souci. Ici, vous avez le câble qui repart vers ma maison. On va y aller. Sous la ligne grid, en fait, je me suis gardé un 500 mA en 45 ampères, évidemment, pour protéger le réseau, puisque là, lui, en cas de surtension, c'est-à-dire supérieur à 45 ampères, il va sauter. Toute la ligne est en 16 carré, donc aucun souci pour la suite. Voilà, donc vous avez pu le voir, en fait, moi j'ai un autre disjoncteur différentiel de 500 mA, type Enedis, qui lui va sécuriser, par exemple, si on fait un court-circuit entre deux fils électriques, la phase et le neutre, vous les mettez ensemble, on a tout le courant de la rue qui peut revenir directement dans les câbles. Il est précieux d'avoir quand même un disjoncteur. Il est réglé à 45 ampères comme vous avez pu le voir. Et bien forcément, comme ça au moins, lui, il s'arrête tout de suite. Ok? Donc jusque là, vous me suivez. Donc aucun problème pour cette ligne-là qui est en 16 carré. Ensuite, ça va partir dans l'onduleur. Une fois que ça part dans l'onduleur, vous allez le voir, on va y aller un peu plus précis quand même. Je vous fais juste une petite mise au point au départ. Et bien après, ça revient dans le load, dans la maison. Donc dans la maison, là, j'ai toujours cet interdifférentiel type B de 63 ampères qui lui va alimenter toute ma maison. Alors c'est pas lui qui va faire la sécurité, par exemple d'une tension supérieure, mais sachez-le, c'est très important. J'ai une anecdote d'un abonné qui avait un onduleur 12 kW, pareil mais en triphasé, et lui il avait acheté un disjoncteur de 40 ampères, donc 40 ampères par phase. Et ça commence à peser. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, il m'a posé la question, est-ce que c'est normal, j'ai pris ma phase et mon neutre, juste après le disjoncteur, je les ai mis ensemble, ben, ça n'a pas sauté. Bah oui, ça n'a pas sauté tout simplement parce que un onduleur triphasé en 12 kW n'est pas capable d'envoyer 40 ampères sur une phase. Et donc, il va se mettre plutôt en erreur avant que le disjoncteur se mette à sauter. Dimensionnez bien les disjoncteurs si vous voulez avoir une sécurité contre les courts-circuits. Ou sinon, ce que vous faites, c'est comme moi, vous surdimensionnez vos câbles. Ces disjoncteurs que vous pouvez avoir partout chez vous, ils sont là en réalité pour protéger vos câbles électriques. Mettez du 16 carré. Faites-vous plaisir, mettez du 16 carré, vous limitez, vous avez déjà vu dans une vidéo que je vous ai déjà montré, vous limitez la perte en fin de compte au niveau de la tension, parce que vous pouvez avoir des hautes tensions, des basses tensions. Bon, si vous avez des micro-onduleurs, vous savez de quoi je parle. Je vous invite à vous référer à mes vidéos, j'en avais parlé. Voilà, ne limitez absolument pas, vous dites pas « Oh bon, allez, j'ai 32 ampères, allez, je mets du 6 mm². » Non, 32 ampères, mettez du 10. Mettez plus si vous le faut. Le cuivre coûte cher, mais en réalité, c'est votre sécurité. Ça évite totalement la chauffe dans les câbles. Donc, ne limitez pas, surtout quand vous faites votre propre installation, vous êtes tranquille. J'en reviens. Donc du coup, en fin de compte, tout part ici. Ça va dans mon différentiel type B 300 mA et c'est redistribué dans la maison. Je vais bien vous le montrer. C'est redistribué dans la maison et après, on a la sécurité en 30 mA pour nous, les personnes. Là, les 300 mA, c'est des sécurités anti-incendie. Ok? Donc, évidemment, pour protéger le matériel, aucun souci. Sécurité ici, pas de problème. On isole totalement l'onduleur en cas de défaut. D'accord? C'est important que je vous le dise, parce que j'ai aussi eu un commentaire qui m'avait dit qu'en réalité, 300 mA, c'est pas autorisé en France. Mais bien sûr que oui. En fait, c'est autorisé, même dans les industries. Évidemment, ils s'en servent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en amont, dans votre tableau électrique, vous avez du 30 mA pour vous protéger, vous, pour éviter que vous ayez des problèmes. Donc, tous mes tableaux électriques sont évidemment avec des disjoncteurs en amont, disjoncteurs 30 mA là-bas, j'en ai partout, du type A, du type AC, encore un type B pour ma prise Green Up. Ben voilà, j'en ai partout. Donc c'est pour ça que je vous fais la petite mise à jour là-dessus, comme ça vous comprenez un peu mieux, et sinon bah, c'est tout simple, hein. Si vous voulez être tranquille, vous rajoutez juste à côté, par exemple ici là il y a 63 ampères, bah vous rajoutez juste un disjoncteur classique, voilà. Alors autre chose, sur la partie 1, on m'a posé une question au niveau de la terre, et en fin de compte je vais expliquer dans ma partie 1 que j'allais faire deux terres différentes,
C'est-à-dire que là, j'ai un piquet de terre qui est même pas à 3,50 m, juste derrière le bâtiment, et j'en ai un autre dans ma maison qui est aussi à côté de ma maison. Je ne les ai pas reliés ensemble et on m'a dit qu'il faut les relier ensemble. Alors la réponse est non dans ma situation et je vous explique pourquoi. En fait, au niveau de mes deux bâtiments, je n'ai aucune liaison cuivrée. Par exemple, j'ai pas de tuyau, j'ai pas de terre qui arrive ici. Il n'y a rien. Les deux bâtiments sont complètement voilà, séparés. Maison ossature bois, j'ai pas de structure en métal qui arrive directement dans la maison, etc. Donc j'ai pas de différence entre les deux. J'ai décidé de faire une terre ici et pas faire venir la terre de ma maison jusqu'à ici. Je vous explique pourquoi, c'est pour la sécurité de l'onduleur et la sécurité de mon installation. C'est possible à le faire, ne vous en faites pas, le consuel ne vous dira rien, tout simplement ce qu'il faut, c'est que ces deux bâtiments ne soient pas liés par une terre en commun. J'ai un tableau électrique différent, ce tableau électrique est relié à cette terre-là, il n'y a que la phase et le neutre qui partent dans notre maison. C'est très important, je vous explique pourquoi. Ici, j'ai mon relais terre-neutre. Sur mon relais terre-neutre, il va avoir, en cas de coupure d'électricité, une base de la terre au neutre. Je vais pas trop vous embrouiller, sachez-le juste que Enedis, à chaque transformateur, le neutre en réalité que vous avez qui est chez vous, c'est la référence terre du transformateur. Voilà, je vous élimine un petit peu les détails, parce que peut-être qu'il y en a qui vont pas me suivre, mais là, en fin de compte, on va simuler un transfo Enedis. Pour simuler un transfo Enedis, il faut une terre parfaite. Il faut vraiment la référence la plus courte possible. L'électricité, vous le savez, je vous apprends rien, va toujours à l'endroit le plus court. 3,50 m derrière, une terre. La référence de l'onduleur, la terre qui est juste derrière. Si j'ai un défaut dans la maison avec la terre de la maison, en réalité, eh bien, les 30 mA seront encore plus sensibles, puisqu'ils vont sauter directement, parce que cette terre-là, en fait, il va y avoir une détection de fuite directe avec les 30 mA. Si vous avez un bâtiment, par exemple, vous décidez de mettre l'onduleur hybride, aujourd'hui ça se fait beaucoup, où il y en a qui se construisent des cabanes de jardin, des choses, etc. Vous allez voir, je vais même vous faire une vidéo sur une installation que je suis en train de faire avec mon cousin. S'il me regarde, il va le savoir. On est en train de finaliser tout ça avec un onduleur d'œillet de 6 kW. Vous allez voir, c'est passionnant. Il a fait des choses incroyables. Bon, c'est le détail. Mais lui, il a un bâtiment différent. Un bâtiment qui est pas du tout, justement, qui est plus loin de sa maison. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir son propre piquet de terre pour avoir sa meilleure référence possible. Ne me tirez pas un câble de 100 mètres pour aller jusqu'à votre terre de la maison. Parce que le DE, lui, il va se référencer au moment où il y a une coupure d'électricité par le relais terre neutre et il va prendre la terre de votre bâtiment. L'endroit le plus court, vous le savez, l'électricité, ça aime bien aller. Donc, la meilleure référence, c'est la terre que vous faites en création. Si, par contre, vous avez deux bâtiments qui se touchent avec de la tôle, avec, par exemple, vous avez un système de chauffage qui fait que vous avez votre bâtiment qui est chauffé, votre garage, vous avez du cuivre qui arrive, ou une liaison terre quelconque, alors là, il est extrêmement important de faire une liaison entre ces deux piquets de terre pour éviter d'avoir une différence entre les deux. Voilà. Je pense, et je l'espère, avoir été clair. Moi, je ne suis pas concerné par cette situation, mais il est important de le savoir. Et je vous accorde que la NFC, eh bien, malheureusement, la NFC, elle est payante. Alors, je trouve ça dingue qu'on nous demande, excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule rapide, je trouve ça dingue qu'on nous demande d'être parfait en termes d'installation, que ce soit vous particulier. Là, vous êtes une équipe de passionnés. Moi, les abonnés, là, je vous parle en tant que passionné. Mais on n'a pas accès à la NFC. Ça veut dire qu'en réalité, je vous le dis et je vous le redis, je l'ai dit en commentaire, si vous faites votre propre installation, vous faites venir le consuel, ben voilà, le consuel, il vient, vous lui servez un petit café, vous prenez votre temps, vous discutez. Si ça va pas, c'est pas grave, ça va vous coûter un déplacement en plus, mais il vous dira ce qui ne va pas en fait. On va vous donner le rapport. Donc quand vous avez votre petit rapport, vous dites bon, bah voilà, moi je connais bien, il reste ça à faire, ok. Lui, il a la NFC, lui, il connaît, et il est vrai que selon certains inspecteurs, c'est différent. Donc, du coup, eh bien, vous le faites venir tranquillement, vous voyez, ça va passer du premier coup, ça passe pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous faites le deuxième coup, et ça ira très bien. Je n'ai pas fait passer le consuel, je ne ferai pas passer le consuel tout simplement parce que je fais tout le temps évoluer mon installation. Je me suis mis des petites étiquettes pour moi, j'ai fait joli, j'ai fait un petit peu des choses bien, bon là on voit quand même que j'ai mes deux pôles qu'on voit, il y a des choses à changer, des choses pour le consuel, etc. Après, quand on sait ce qu'on fait, c'est très bien. Mais voilà, je vous fais découvrir tout ça. Mais c'est important que je fasse cette petite mise au point aussi sur la partie 1. Parce que justement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger entre nous. Donc, si vous avez des questions sur la partie 2, je répondrai sur la partie 3. Allez, on continue. Et bien voilà, tout est câblé, comme vous pouvez le voir, avec les tableaux. Là, c'est les tableaux AC. Ici, tableau DC. Ici, le disjoncteur DC de 200 ampères pour protéger les batteries. Ce que je vous propose, c'est que je vous explique un peu plus en détail comment j'ai câblé précisément l'onduleur. Je vous ai expliqué quelques bases, si vous avez suivi la vidéo, et si vous ne rattrapez pas, mais vous êtes des anciens abonnés, vous avez pu voir déjà comment j'avais fait le 6 kW et comment j'avais fait le 12 kW. Là, je vais essayer de vous parler le plus calmement possible
pour vous expliquer les branchements, comment je les ai fait, avec quelle section de câble je les ai fait, en sachant que le relais Terre-Neutre, je l'ai mis en interne. Vous allez le voir, on va prendre son temps, je vais vous montrer à l'intérieur. En tout cas, ici, j'ai la batterie Test Power. Il va y avoir la deuxième qui est juste là. Pour l'instant, le boîtier est vide, mais je vais vous réserver justement une vidéo bien détaillée pour vous montrer comment mettre les cellules dans une batterie Test Power. Et très clairement, franchement, les boîtiers sont vraiment au top. On verra ça dans une autre vidéo parce que pour moi, ils sont hyper sécurisés. D'autant plus qu'on a un disjoncteur dédié en bipolaire. Bon, vous allez le voir, on en parlera bien plus en détail par la suite. En tout cas, j'ai ma batterie DAIE qui est juste là de 6 kW. Je vais vous la montrer aussi. La 5 kW, la Cloud Energy, que j'ai depuis un moment et qui marche franchement au top. Vous allez le voir, on va regarder un petit peu au niveau de l'équilibrage. On va faire un tour sur toute l'installation. Le coffret d'essai, donc le coffret d'essai ici, on a quand même nos trois, donc un qui est dirigé vers l'est, plutôt sud-est même de la toiture. Ici, on a un qui est pour 2 rangs dans le jardin et le deuxième qui est pour 2 autres rangs dans le jardin. Alors, je les ai séparés, pas mis en parallèle, je vous en parlerai, parce qu'effectivement, ici, il y a 6 entrées, dont 3 indépendantes, sous l'onduleur 12 kW. Mais moi, je n'ai pas mélangé, en fin de compte, mes 2 entrées, je les ai pas mis en parallèle. Eh ben, je préfère, en fait, vu qu'il y a 3 entrées indépendantes, je préfère que l'onduleur, il jauge exactement ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie. Au niveau de la hauteur, vous avez dû le voir, je l'ai mis un peu plus haut, comme ça, c'est plus confortable. Et puis, comme je vous l'ai dit, au niveau du stockage photovoltaïque, en fait, je vais augmenter ma puissance, parce que là, je vais rajouter un groupe de 16 kWh. Donc, on va y aller, on va y aller. Le petit batterie monitoring, alors franchement, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs jours que j'ai installé ça, il marche au top, vraiment. De toute façon, j'en dédierai une vidéo parce que si je l'ai mis ici, c'est tout simplement parce que je vais faire des tests de chaque groupe batterie. Dans l'idée, on va aller regarder ce que ça donne. Alors surtout sur les batteries Test Power, sur les cellules, parce que là, je teste des cellules d'Egine que j'ai pu déjà derrière mon bureau tester une cellule par cellule. Et très clairement, en fait, ça fonctionne super bien. Donc là, je vais les mettre là-dedans pour pouvoir regarder combien d'énergie j'en tire, combien d'énergie je tire aussi sur la batterie EVE, donc la batterie EV, donc la batterie des cellules en tout cas qui sont données, les MB31 pour 8000 cycles. On va aller voir ça aussi. On va aller voir combien on peut en tirer. Je peux tout de suite vous dire qu'on tire plus de 16 kWh. Elles sont, disons, sous-dimensionnées. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande. C'est bien mieux comme ça, puisque c'est des cellules de 314 ampères-heure, et dans la réalité, elles font mieux. Ce type de batterie, je vous réponds, je vous en parle en même temps que je vous présente l'onduleur et que je vous présente le branchement. Si vous êtes intéressé pour les batteries à monter soi-même, il n'y a pas de problème pour le consuel. Ces batteries-là, en tout cas, parce que tout est bien fermé, tout est bien ficelé, on va dire, en interne. Alors attention, parce qu'on a la règle des 15 kWh. Comme vous pouvez le voir là, je suis dans une pièce, on va dire, qui est dédiée à mon installation photovoltaïque. C'est-à-dire que même, je vais voir, hein, je pense que je vais m'acheter aussi... Alors, pour un emballement de cellules, on est sur du AFP, donc ça va plutôt bien, on est très sécurisé. Effectivement, on n'ira pas éteindre des batteries qui sont en train de prendre feu avec un extincteur. Ça n'a pas de but, ça ne marchera pas. Par contre, ici, vous voyez, je l'ai mis en hauteur parce que je m'achèterais bien une boule anti-incendie. S'il y a un souci, en tout cas, au niveau de l'onduleur ou autre, la boule pourra arrêter l'incendie. Donc, ça peut être assez important et ça peut donner des bonnes idées. Je vais voir comment je vais monter ça et voilà. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on ouvre tout ça, je vous mets façon caméra plus près et on voit ce que ça donne. À tout de suite. Eh bien, nous voilà dans l'onduleur, donc je vous ai tout ouvert, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Ce qu'on va commencer, c'est par le début. Le réseau. Alors, le réseau électrique, là, ici, vous avez le grid, ici, vous avez le load. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo dédiée, il faut que ces deux circuits se croisent jamais dans votre maison. Parce que dans l'idée, c'est que s'il y a une coupure d'électricité, il faut que l'onduleur se mette en mode inverseur de source, et qu'il arrête immédiatement, en fin de compte, la connexion avec le réseau. Et il fonctionnera uniquement avec la sortie load. Donc ici, on a notre neutre et notre phase, notre neutre et notre phase, celle du réseau, la pince ampère-métrique que j'ai mis directement dans l'onduleur. Donc ce qui est assez bien dans le 12 kW, c'est qu'on a un peu de place. Et là, si vous voulez, on peut calculer s'il y a une injection ou s'il y a besoin d'une consommation ou s'il y a, par exemple, plus de batterie, en l'occurrence, il y a de l'énergie du réseau qui revient. Voilà, pas plus compliqué. Vous allez vous demander, c'est ce que je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Cet appareil-là, j'aurais pu le mettre dans mon disjoncteur, mais j'ai préféré le mettre ici parce que j'avais de la place et dans mon disjoncteur, c'était un petit peu serré. Eh bien, c'est le relais Terre-Neutre. Alors lui, il consiste à, en fin de compte, une fois que vous êtes découplé du réseau, à bien mettre votre réseau de la maison en TT avec une référence de terre qui va être celle-ci, la terre qui est juste là en 10 carré. Je vous recommande de regarder ma vidéo sur le relais Terre-Neutre, vous allez bien mieux comprendre à quoi ça sert. C'est pour que vous soyez en sécurité chez vous, déjà de base, je vous donne les grandes lignes, et pour éviter de prendre des coups de jus ou bien une électrocution, parce que sinon vos disjoncteurs 30 mA ne risquent de pas fonctionner. Donc là, l'idée, c'est qu'elle est présente, comme ça, elle prend une référence à la Terre avec le neutre. Donc là, ça c'est un fil de neutre, hein. Il est juste noir, je m'en suis servi, hop, et il va dans mon tableau qui est juste en dessous là.
Alors, le relais terre-neutre, ici, il est branché à l'ATS, c'est assez facile, c'est marqué neutre, phase, vous avez ça dans votre dock, d'accord? Ici, vous avez la pince ampère-métrique qui est connectée juste là. Alors, le blanc et le noir sur l'onduleur 12 kW, c'est le 5 et 6. Par contre, sur l'onduleur 6 kW, il me semble que c'était le 3 et 4. Toujours pareil, référence qui est dans la doc, je vous invite à la regarder et à bien prendre connaissance, ou même à voir ma vidéo que j'avais faite sur le 6 kW. Ici, c'est mon Raspberry Pi qui est avec Solar Assistant qui est raccordé. Alors, il va peut-être y avoir du changement, on verra ça quand il va faire extrêmement mauvais dehors. On va s'occuper. À mon avis, j'ai acheté un Raspberry, donc du coup, Pi 5, et avec 16 Go de RAM, et je pense que je vais faire de la domotique locale. Donc, on va voir tout ça, mais on fera ça au fur et à mesure dans l'avenir. Juste en dessous ici, on a la petite clé justement qui retransmet quand même les infos, même si j'ai toutes les infos à la seconde près grâce à ce câble-là et vers mon Raspberry qui est par là-bas. Voilà, donc là, on voit au niveau du secteur AC, en espérant que vous avez tout compris. Et là, je vous le dis, important, vous voyez, c'est vide. Et ben ça, vous pouvez vous en servir pour mettre une bande de recharge, par exemple. C'est le Smart Load, pareil, j'ai dédié une vidéo dessus. Ou si vous voulez brancher un groupe électrogène pour pouvoir faire la pointe de vos batteries si vous êtes hors réseau et que vous n'avez pas ces câbles-là de brancher, évidemment, si vous n'avez pas de réseau, et bien dans ce cas-là, vous pourrez faire la pointe. Ou bien sinon, si vous voulez carrément brancher des micro-onduleurs dessus. Alors moi, j'ai pas branché un micro-onduleur dessus. Tous ceux qui me suivent le savent, mais pour ceux qui sont nouveaux, je vous le dis, tous mes micro-onduleurs sont branchés dans mes tableaux électriques dans la maison. L'énergie remonte au fur et à mesure dans l'onduleur la capte s'il y a du surplus et renvoie directement dans la batterie en couplage AC. Si on est hors réseau, comment ça fonctionne? Eh bien, en réalité, les micro-onduleurs vont pousser. Par contre, si la batterie est pleine, c'est tout simple. L'onduleur envoie 52 Hz dans le réseau de la maison pour découpler les micro-onduleurs. En tout cas, pas forcément les découpler, mais les mettre en attente d'un besoin. Par exemple, si je consomme énormément à la maison. Tout ça, on le verra dans une future vidéo qui sera sur la programmation pour terminer tout ça. Au niveau du DC, du courant continu, eh bien là, on a nos strings de panneaux. Donc là, string 1, string 2, string 3. Donc là, en fin de compte, j'ai sud-est, ici j'ai sud et sud, mes deux rangées. Donc en fait, là j'ai 12 panneaux ici, 300 watts crête, donc c'est du BenQ, et 12 autres panneaux ici, 300 watts crête, BenQ. Alors, ils ont les mêmes inclinaisons. J'aurais pu les mettre en parallèle, comme je vous le disais, mais dans l'idée, en fin de compte, vu qu'il y a 3 rangs, ici vous avez le MPPT1, vous voyez, il y a 4 ports pour le MPPT1, moi je m'en sers que de 2, un plus et un moins. Ici c'est pareil, je me sers que d'un plus et un moins, et ici un plus et un moins. En fait, dans l'idée, je voulais pas les mettre en parallèle parce qu'on allait monter en courant, donc totalement inutile. Je préférais travailler sur la tension tranquillement et puis laisser l'onduleur gérer ses strings tranquillement. D'autant plus que, information importante, vu que c'est des BenQ et c'est des panneaux monocristallins, mais de génération d'avant, en fait, si j'en ai qui sont à l'ombre, eh ben, je vais avoir un souci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va impacter les autres. Donc, autant les isoler, et c'est ce que j'ai fait. Comme ça fonctionne extrêmement bien. La pince ampère métrique, je vous le dis tout de suite, on a une pince ampère métrique filaire pour l'instant. Il existe chez Deye maintenant une pince ampère métrique sans fil. Je vais vous la présenter tout à l'heure en fin de vidéo. Vous allez voir, je l'ai, mais pour l'instant, je n'ai pas l'antenne LoRa. Je vais avoir aussi la borne de recharge, donc qui va permettre de stocker le moindre watt de surplus directement dans la voiture. On verra ça dans des futures vidéos. J'espère qu'il va vite m'arriver par la suite. Pour l'instant, c'est en production. Et donc, du coup, ça va être la deuxième vague justement en production. Il y en a déjà qui circulent, mais là, ça va être la version, on va dire, entre guillemets, finale. Et on va pouvoir faire le maximum de tests là-dessus. Deye sait que je pousse beaucoup le matériel, donc je pense qu'ils vont me fournir vraiment une version qui est au point, au top, pour pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. Au niveau de la terre, vous voyez celle-ci qui arrive, je l'ai dédiée en terre de 10 mm² pour avoir en fin de compte la base du relais terre neutre. Et ici, il y a une autre terre qui arrive juste derrière. Cette terre redispatchée dans l'onduleur, elle est branchée ici sur la carcasse. Et vous voyez, elle est redistribuée un peu partout dans l'onduleur. C'est tout ce qu'il y a à voir. Je vous résume un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, on a notre sortie secours pour la maison. Ici, on a le réseau qui arrive. En réalité, inverseur d'eau source directement en interne. S'il y a un souci, découplage immédiat du réseau pour envoyer uniquement ce qu'il faut dans la maison. Au bout d'une minute, si le réseau revient, synchronisation du réseau. Si tout est opérationnel, l'onduleur se ferme au niveau du relais pour laisser passer l'électricité d'un endroit à l'autre. Et tout ça est géré avec la pince ampère métrique. Alors, pourquoi du coup le réseau est important? Comme ça, je vous le dis aussi, désolé, je vous donne beaucoup d'informations, mais le réseau est important parce qu'il y a des condensateurs qui sont tout le temps chargés en réalité, et si vous faites un courant d'appel dans la maison qui va être considérable, eh bien, il y aura quelques millisecondes qui seront consommées sur le réseau pour éviter de vider en fin de compte les condensateurs. Donc c'est parfait, ça allège l'onduleur, voilà, ça permet de faire un petit tampon très rapidement des courants d'appel. Si on supprime l'arrivée électrique du réseau, c'est les condensateurs qui prennent le relais. Je pense avoir été clair, je l'espère. De toute façon, vous pourrez me dire en commentaire, et vu que je ferai d'autres vidéos, eh bien, du coup, je pourrai sans doute répondre à vos questions durant la vidéo.
Voilà. Si je peux vous recommander quelque chose pour le Consuel, ne faites pas une installation comme ça. Mettez-moi, comme j'avais fait avant sur mes autres vidéos, le relais Ethernet directement en interne dans un tableau électrique en dessous. Moi, je l'ai mis là, très clairement, je vous le dis tout de suite, il n'y a même pas de jus qui passe entre là et là. C'est juste pour faire une référence de 0 volt au niveau de la terre, donc pas de souci. Voilà. Pour les onduleurs triphasés, ça, pas la peine du tout. L'onduleur triphasé chez Deyer, en tout cas, il y a toujours un relais en interne. Pourquoi ce relais-là n'est pas sur tous les onduleurs en monophasé? Tout simplement parce que Deyer, en fin de compte, il faut savoir que c'est pas dédié que pour la France. Nous, on est en réseau TT, il y a d'autres styles de réseau dans le monde entier. Donc, voilà pourquoi. Je m'écarte un petit peu et je vous montre les branchements électriques. Alors, on se retrouve au niveau du courant continu. Vous voyez, le courant continu, c'est quand même un sacré bazar, mais c'est normal, puisqu'il y a une entrée et il y a une sortie. Je vous l'ai montré dans la première vidéo, dans la première partie, tout ça, c'est des entrées. Donc, juste derrière, on a les sorties, tout simplement. Ici, juste derrière, des disjoncteurs classiques en 500 volts. J'ai pas pris des 1000 volts, ça sert à rien parce que je vais pas dépasser les 500 volts. Après, je vous le dis, qui peut le plus peut moins. Si vous avez des 1000 volts, mettez des 1000 volts, ok. Comme ça, forcément, ce sera encore plus sécurisé en interne pour éviter les arcs électriques. Mais bon, voilà. Ici, vous avez le premier rang. Ici, vous avez les parafoudres. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un parafoudre pour le plus, un parafoudre pour le moins. Comme ça, aucun souci. Tout est doublé, donc impeccable. Au niveau du coffret, je vous l'ai dit, la petite chose, vérifiez bien que tout est vissé, parce qu'il y a quelques petits coups de tournevis à donner encore. Et ça, c'est important. On m'a posé une question pour savoir si ça devait être le plus près des panneaux, est-ce qu'on peut le mettre en intérieur, etc. Je vous dis oui, vous pouvez le mettre en intérieur. Le Consuel vous dira OK. Par contre, il faut que ça soit dégagé. Il faut que vous puissiez ouvrir facilement et vite couper. Ici, simplement, j'ai marqué coffret d'essai et surtout ne pas manœuvrer pendant la charge. Là, à cette heure-là, on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de puissance. Là, on n'est qu'à 1200 watts, puisque là, il fait extrêmement moche dehors. Mais évidemment, si vous mettez ça plein de charge, vous risquez d'avoir un arc électrique en interne et puis vous allez abîmer. Si vous devez manœuvrer, je vous conseille de manœuvrer directement le bouton sur le côté de l'onduleur, qui lui va se découpler du réseau d'essai et qui va permettre de baisser tranquillement pour éviter les arcs électriques en interne, parce qu'on ne veut pas abîmer tous ces petits modules qui sont là. Joint. Vous pouvez très bien le mettre en extérieur, comme je vous l'ai dit, parce que c'est vrai que dans la norme, on nous demande de le mettre au plus proche des panneaux, mais dans la réalité, mettez ça pendant longtemps dehors avec l'humidité, même si vous avez un joint qui est juste là, l'étanchéité n'est pas à 100%. Donc juste mettez-vous un endroit dégagé que vous puissiez accéder assez facilement. Ne jamais fermer à clé, c'est des règles aussi. Le Consuel ne veut pas que vos disjoncteurs soient fermés à clé, parce que si vous devez intervenir et que vous n'avez pas les clés, j'ai envie de dire, vous êtes un peu fichu. Ici, vous avez les câbles qui repartent vers l'onduleur. Voilà, hop, on va retirer ça d'ailleurs. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que j'avais pas mis ça parce que pour moi, ça, si vous voulez, les MC4, ne jouez pas avec les MC4. Là, vous avez du courant qui est en courant continu. J'ai envie de vous dire des références de MC4 qui sont assez bonnes et c'est compliqué à avoir. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez de la marque. Ne vous prenez pas la tête, ça va beaucoup plus cher. Mais prenez de la marque au niveau des MC4, ça va être important parce que c'est là qu'on peut avoir des défauts dans le temps. Et ici, si on a un arc électrique, c'est vraiment pas terrible. On va avoir des MC4 qui sont fondus. Vous pouvez trouver sur Internet ce style de choses. J'ai planifié, vous allez le voir, on va vérifier tout ça dans le temps. On va aller voir dans la dernière partie, voir si tout est OK quand on sera en pleine charge. Alors moi, j'ai fait les tests, évidemment, tout est OK, mais on vérifiera ensemble. Alors ça, c'est un appareil d'ailleurs qui me plaît énormément. C'est quelque chose de professionnel qu'on peut servir pour vraiment voir tout ce qui se passe au niveau des échauffements, voir s'il y a des défauts ou s'il y a des choses qui se passent mal, que ce soit à la maison dans un simple tableau électrique ou que ça soit ailleurs. Vous le verrez par la suite, on y viendra. Toute autre chose, ici j'ai mon petit Raspberry Pi 0, donc celui-ci vous l'avez déjà vu dans la vidéo, c'est lui qui a Solar Assistant et c'est lui qui me permet de voir exactement ce qui se passe avec l'onduleur et savoir ce qui se passe aussi avec les batteries. Ensuite, j'ai mon petit coffret AC. Donc, mon petit coffret AC, moi, j'ai juste mis les étiquettes assez simples. Donc, coupure d'urgence, sortie onduleur, parce que c'est vraiment la sortie de l'onduleur. Ici, j'ai mon interdifférentiel en type B, 300 mA avant de retourner dans la maison. Alors, à l'intérieur, j'ai une barrette neutre ici, une barrette phase là. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon arrivée principale en 16 carrés qui passe dans l'interdifférentiel 63 ampères type B, qui arrive ensuite sur les barrettes qui sont redispatchées. Ensuite, j'ai un câble qui va vers ma maison en 16 carrés et un autre câble qui va vers mon tableau électrique dans mon garage. Ici, j'en ai un autre qui arrive avec les barrettes directement dans le type B 40 ampères en 30 mA, c'est pour cette fois-ci, puisque là, c'est pour sécuriser les personnes. Et donc, en l'occurrence, ici, je vais avoir ma voiture électrique qui sera branchée par la suite. Je mettrai une borne de 7 kW. Et à mon avis, je mettrai la borne Deyer que j'attends juste qu'elle soit bien finie en production pour me l'envoyer et je la mettrai à cet endroit-là.
Rien de spécial, toujours pareil, il faut que ça soit accessible. L'accès est très important quand vous avez des disjoncteurs, parce qu'il faut que vous puissiez couper au plus vite. Ensuite ici, tout simplement pour l'arrivée du réseau, donc en fin de compte, dans mon cellier, j'ai gardé le 500 mAh en 45 ampères pour envoyer, dans le cas, en fin de compte, ici, je vais envoyer 3000 watts en moyenne au maximum. Il peut y avoir des pics un peu supérieurs, évidemment, mais ça sera le maximum que je vais renvoyer. Donc tout simplement, coupure d'urgence entrée onduleur, puisque c'est le réseau, on descend, on monte, voilà, 63 ampères comme je le dis, 300 mAh, tout est indiqué là-dedans. Et alors, pour me faire des protections correctes, si vous faites ça chez vous, vous savez quoi? Du 10 carré, ça passe, mais mettez du 16 carré partout. Mettez du 16 carré. Vous allez être tranquille au niveau déjà de tous les fusibles que vous allez mettre, en tout cas tout ce qui sera disjoncteur, etc. dans vos tableaux. 16 mm carrés, le Consuel vous dira ok, aucun problème. Et puis vous évitez aussi les montées en tension, j'ai fait une vidéo dessus, mais si vous voulez avoir la synchronisation, la meilleure synchronisation du réseau en termes de tension, eh ben mettez du câble plus épais, surdimensionné, franchement surdimensionné. 16 carrés, c'est parfait. Ici, j'ai mon disjoncteur DC de 200 ampères, donc lui va me permettre de gérer mes batteries. Alors là, vu que j'ai moins de câbles, je suis monté à 150 ampères pour l'instant, je rajouterai la test power. Je pense que je mettrai 180 ampères à peu près. J'ai du 50 mm carrés au niveau des câblages, ok, je vous l'avais déjà dit, et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai en sécurité et c'est le minimum que vous devez avoir. Là évidemment on reste, vous pouvez mettre des parafoudres, hein. J'en ai pas mis sur le courant AC, ça je vous l'avais déjà dit, mais il y a même pas, vous pouvez mettre, il y a dans des régions où vous devez les mettre, c'est hyper important et c'est obligatoire. Moi j'en ai pas mis. Alors, je suis pas forcément le meilleur exemple, c'est pour ça que je vous le dis sur mes vidéos, ne faites pas du copier-coller. Vous voyez au fur et à mesure ce que vous devez faire et comprenez bien comment ça fonctionne. Voilà. C'est pareil au niveau des câbles, donc des câbles solaires. Moi, j'ai mis du 6 mm carré. Dans la réalité, j'aurais pu très bien mettre du 4. Mais qui peut le plus, peut le moins. Ne négligez pas la section des câbles. Ne la négligez pas, c'est le plus important. Et c'est là que vous pourrez avoir des débuts de problèmes. Et pas qu'avec le Consuel, hein, des débuts de problèmes pour vous. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, le Consuel, c'est un fait. Mais dans la réalité, le plus important, c'est quand vous êtes chez vous de gérer votre installation. Parce que le Consuel, il passe une fois, il ne repassera pas. Mais vous dormez toujours dans votre maison. Donc dormez bien, vérifiez des fois les serrages, etc. Vérifiez minimum une fois tous les 2 ans, vérifiez bien les serrages. Voilà. C'est pareil, les coffrets, je vous le dis tout de suite. IP65, IP tout ce que vous voulez. Négligez pas non plus, protégez le tout. C'est comme l'onduleur. L'onduleur, vous pouvez très bien le mettre sur un aspect extérieur. Je vous le dis tout de suite, mettez-le à l'intérieur. Réfléchissez en réalité pour protéger un maximum de la corrosion et des soucis que vous pouvez avoir. Et puis même un onduleur, pour moi, un onduleur comme ça, un délié, vous avez le soleil qui tape toute la journée dessus, c'est impossible, il ne durera pas longtemps. Donc mettez-le dans un endroit stratégique chez vous. Alors maintenant, on est sur la partie des batteries. Donc là, on a la batterie de 6 kW. Pour montrer le cheminement, il faut savoir que là aujourd'hui, je suis pas encore au top là-dessus, enfin pas au top, c'est-à-dire c'est volontaire. Par exemple, là vous pouvez le voir que les 2 sections sont découvertes. Je vais faire ce qu'il faut. Hein. Évidemment, je vais faire ce qu'il faut. Je suis en train de faire l'installation. Donc pour vous expliquer, on descend au niveau du disjoncteur 200 ampères en courant DC. Ici, j'ai le petit appareil. Alors le petit appareil, je vous le dis, je vais vous montrer une capture d'écran qui est vraiment magique. Je vous le dis, ça permet de calculer. Donc là, c'est le négatif qui est sécurisé, qui passe dedans. Là, il peut prendre jusqu'à 600 ampères. Je vous l'ai montré, c'est le battery monitoring. Je vous l'ai dit, je vais dédier une vidéo dessus. Mais là, vous voyez, par exemple, je l'ai mis il y a quelques temps. J'ai dit qu'il y avait une réserve de 534 ampères heure que j'ai actuellement ici. On est à 533,58. Une précision au top, mais vraiment, vraiment au top. Hein. 99%, là on voit qu'il est en train de charger à 71 watts, 64, 40. Bon voilà, il régule hein, tranquillement, 55,24 volts. Parce que comme je vous l'ai dit, moi mes batteries, je les garde vraiment dans le seuil acceptable du LFP. Alors effectivement, on me l'a dit, on en a parlé, il y a eu des bons commentaires là-dessus en disant oui, mais par exemple du LFP, vu qu'on est sur des batteries stationnaires qui se vident chaque jour et qui font un cycle, on peut les charger à 365. La réponse est oui. Le problème, c'est que vous allez avoir une cellule qui va souffrir en permanence si vous n'avez pas un bon équilibreur actif en fait. C'est-à-dire que vous avez des équilibreurs passifs, alors certes qui fonctionnent à 365 volts, mais il y a toujours une cellule qui va prendre plus cher que l'autre. Donc ce que je vous recommande moi, c'est d'avoir de bons équilibreurs actifs, comme j'ai mis dans la DAIE, comme il y en a un sur la batterie Test Power, un 2 ampères de chez JKBMS, et comme il y en a un là-dedans. Regardez, je vous montre. Ça, c'est la petite batterie justement qui est juste à côté, la Cloud Energy, qui est à 55,2 volts. On va pouvoir le voir. Ma cellule la plus déchargée, ça n'arrête pas de voilà, 3444 millivolts. Et celle qui est la plus chargée,
3455 millivolts. Vous vous rendez compte? 10 millivolts de différence. Donc franchement, hyper bien équilibré. Il faut avoir des cellules bien équilibrées pour leur durée de vie, c'est le principal. Après, il est très difficile de savoir, par exemple, sur les batteries qui sont déjà prêtes, déjà achetées, quel type d'équilibreur est à l'intérieur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, pour moi, l'équilibreur actif est primordial. C'est lui qui va maintenir à fond les cellules, surtout quand vous avez des cellules qui sont énormes, comme les 314 ampères-heure, et il commence même à y avoir des cellules de 600 ampères-heure, donc là, on part vraiment très très loin. Donc là, pour l'instant, au niveau du câblage, ça descend, ça passe dans ce boîtier-là, ça passe directement dans la thèse, parce que j'ai préféré commencer par la batterie la plus puissante, où toute l'énergie passe dedans. Ensuite, ça part dans cette batterie-là Cloud Energy, et ensuite, ça repart sur l'ADI qui est en dernier lieu. Tout simplement, c'est comme ça que je l'ai donné, mais là, je vais rajouter la test power juste au-dessus, et en fin de compte, la deuxième, là, qui est juste à côté, je vais la rajouter au-dessus. Elle sera interconnectée avec la test power. Toujours pareil, par contre, moi, au niveau des BMS, chaque batterie aura son propre, sera isolée de tout le monde. C'est-à-dire, on va travailler sur une tension tout ensemble. Pour une seule et bonne raison, en fin de compte, c'est que je veux que chaque système, ça ne flanche pas. Parce que quand on fait de la communication, par exemple, entre les deux test power, etc., machin, on peut avoir une erreur de l'onduleur. L'onduleur va bloquer les... c'est pas ma tasse de thé. Quand vous avez des formats propriétaires, type, par exemple, il y a des déiers qui fournissent des batteries déiées, eh bien là, ils vont communiquer ensemble et on est sur les mêmes protocoles. Mais quand vous allez commencer, et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus pour savoir comment tu paramètres tes JK-BMS, comment tu paramètres tes BMS, etc., bah, c'est tout simple. Je les paramètre sur du voltage. S'il y a un emballement, il y a un problème. Il y a le disjoncteur, mais il y a surtout le BMS qui va faire une coupure parce qu'il va voir que les cellules sont trop chargées. Il faut des bons BMS qui travaillent seuls et des bons BMS qui sont capables d'être bien dimensionnés pour accepter un courant qui est considérable. Là, vous le voyez, 70 000 m². Ils rigolent pas chez Daillé, mais en tout cas, je sais que à l'intérieur, vous avez des bus bars partout. C'est fait pour accepter un courant fort. Elle, la petite Cloud Energy, c'est pareil, je l'emmènerai jamais, mais en fait, elle est réglée pour être jusqu'à 200 ampères en BMS. Ça veut dire qu'il est bien réglé, bien dimensionné, pas de souci. Au niveau de la test power, je vous en parle pas. Vous allez le voir, mais vous l'avez déjà vu, c'est hyper dimensionné. Les bus bars, nickel, tout est nickel. Donc voilà. Ce que je veux vous dire, c'est prenez pas une petite batterie, par exemple de ce style, une petite batterie avec un petit équilibreur passif, et puis vous la branchez avec des grosses. Franchement, très clairement, non. Là, c'est que tout est bien isolé, tout est bien dimensionné, donc aucun souci. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne ensemble pour la conclusion, parce que la vidéo est déjà longue, ça j'en suis convaincu, et puis ensuite on passera par la suite pour faire la partie 3 et la partie configuration de l'onduleur. Et bien voilà, pour la conclusion, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré les branchements de l'onduleur. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un j'aime, j'en profite parce que j'ai pas fini de vous en parler, mais dans l'idée, vraiment, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos et vous donner encore plus de cheminement pour brancher un onduleur hybride, ou bien construire une batterie, ou bien installer des panneaux, tout ce que vous voulez en fait, vous donner le plus de détails possible. Et puis, c'était la petite instant pub, parce que c'est vraiment important, et puis je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et de nouveaux viennent sur la chaîne et me posent des questions qui étaient déjà en référence avant sur les vidéos précédentes. Donc c'est pareil, pour les nouveaux, je vous conseille de regarder mes vidéos précédentes, ça va vous donner des réponses. En ce qui concerne l'onduleur, il y a des choses que je vous ai pas parlé. Vous n'êtes pas obligé de brancher le mode backup load. Vous n'êtes pas obligé de tout brancher votre tableau électrique à l'intérieur de l'onduleur. Vous pouvez brancher uniquement le grid grâce à la pince ampère-métrique que vous allez déporter, parce que vous n'allez pas laisser la pince ampère-métrique ici, vous allez la mettre au niveau de votre entrée de votre disjoncteur 500 mA qui est chez vous, en tout cas de la sortie de votre tableau électrique, pour que l'onduleur puisse savoir ce qui se passe en énergie dans votre maison. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une consommation dans la maison, l'onduleur va la capter et il va vouloir toujours rester à zéro et l'effacer en permanence. Si vous mettez par exemple, et vous avez une ancienne installation photovoltaïque chez vous, et vous mettez un onduleur hybride comme ça chez vous, eh bien vous pouvez, toujours pareil, en branchant uniquement le réseau, que lui se mette en couplage AC et récupère l'énergie avant qu'il soit renvoyé sur le réseau. Par contre, si vous avez une coupure d'électricité, il va se désynchroniser et il ne renverra pas d'électricité. Donc vous avez la solution anti-coupure. Par exemple, là, si vous voulez, ici, juste en dessous, j'ai le grid. Regardez, je baisse. J'ai entendu le relais terre neutre. Il s'est mis en route. Grid, il a marqué off-grid. Réseau coupé. Mais comme vous pouvez le voir, toujours de l'énergie dans la maison. Et les micro-onduleurs se sont découplés instantanément parce que mes batteries sont chargées. Donc dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la maison est passée en 52 Hz pour éviter que les micro-onduleurs poussent à l'intérieur alors que les batteries sont déjà chargées. Je vous le montrerai, on prendra notre temps. Mais si vous voulez brancher uniquement le réseau grid pour pouvoir effacer toute l'énergie que vous avez dans votre maison et faire un branchement le plus facile possible, eh bien oui, c'est possible. C'est un couteau suisse cet onduleur. Vous pouvez réellement tout faire.
je vais réactiver le réseau parce que j'ai envoyé beaucoup d'énergie aux voisins, j'ai envoyé 3000 watts et il va y avoir le ballon d'eau chaude qui va être en route, donc je vais laisser actif. Pas tout. Vous pouvez très bien mettre par exemple votre onduleur hybride dans une pièce comme moi, sécurisée, et avoir votre tableau électrique principal ailleurs. Ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, chez DIE, ils ont pensé à tout, et il y a aussi l'antenne LoRa, avec la technologie LoRa. La technologie LoRa, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Ça va vous permettre de comprendre en quoi consiste cette antenne. En fin de compte, vous avez un appareil à mettre directement dans votre tableau électrique. Par exemple, on est à 100 mètres, admettons, vous avez chez vous, vous avez une petite cabane de jardin, vous décidez de mettre l'onduleur et toute votre installation. Vous voulez sécuriser uniquement le grid, c'est-à-dire, en fin de compte, vous voulez effacer uniquement la puissance de votre maison. Eh bien, avec ça, c'est possible. Vous aurez simplement à tirer une ligne jusqu'à votre cabane de jardin, mettre cet appareil dans votre tableau électrique, une petite pince ampère-métrique pour qu'il sache ce qu'il a comme données à la sortie de votre tableau électrique, et lui, grâce à la technologie LoRa qui peut aller jusqu'à 300 mètres quand même, c'est considérable, eh bien, il va pouvoir envoyer les infos à l'onduleur, en disant « Ah, tiens, il y a 200 watts de consommation, renvoie 200 watts dans le réseau » pour pouvoir, en fin de compte, éliminer toute cette puissance. Tiens, ah, il y a les panneaux solaires qui sont sur le toit, moi je suis dans le jardin, mais c'est en train d'envoyer 1000 watts. Eh ben, tu sais quoi? Je t'envoie l'info, puise les 1000 watts et mets-les dans les batteries. Eh ben, grâce à ce petit boîtier-là, qui est ici en version triphasée, j'en ai un autre à la maison en version monophasée, et je l'ai, moi, c'est pour le test pour la petite batterie de 2 kWh de chez DIE. J'y viendrai, hein, on fera une vidéo. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on prend notre temps. Il faudra juste avoir l'antenne qui va réceptionner la technologie LoRa en interne dans cet onduleur. Les nouveaux onduleurs seront déjà équipés nativement avec cette technologie. Celui-là, c'est un ancien. Il faudra juste rajouter une antenne compatible pour ça. Donc DIE a pensé à tout, et DIE a tellement pensé à tout qu'il nous prépare justement cette borne de recharge et qui va permettre de fonctionner grâce toujours à la technologie LoRa, le moindre watt avant qu'il reparte sur le réseau, le mettre dans nos véhicules électriques. Donc ça, c'est toujours du bon boulot. Et merci d'ailleurs à DIE de faire toutes ces petites choses, toutes ces petites installations, les petits trucs supplémentaires, les petits trucs qui font que je vous apprends rien. Et puis si vous me suivez et vous regardez, vous vous doutez bien que cette marque-là, franchement, je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement évolutive. Et ils pensent surtout à faire évoluer les firmware pour qu'ils soient compatibles avec les nouvelles technologies. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Elle a été très longue. J'espère qu'elle vous a beaucoup intéressé parce que dans l'idée vraiment, c'est que je vous explique le plus possible de ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je n'y réponds pas ou si je vous dis, ça sera peut-être la réponse dans la future vidéo parce que la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est la configuration de l'onduleur en lui-même. À très vite.